On passe tout de suite à la prochaine table ronde qui va être l'occasion d'entendre des témoignages de managers quant à l'intégration des enjeux de diversité et inclusion dans leur quotidien opérationnel. Pour cette table ronde, j'appelle maintenant Françoise Farag, présidente de Salvia Développement, administratrice de Nouméum et présidente de la commission inclusion de Nouméum. J'appelle également Émilou Rozak, senior partner, directrice de l'offre énergie et utilities chez MC2I. Soyez la bienvenue. Christophe Vitry, directeur transition énergétique Siemens Smart Infrastructure. Et cette table ronde sera modérée par Marie Larsonneau, qui nous rejoint, responsable des partenariats au sein de l'AFMD. Bienvenue donc pour cette séquence qui est consacrée à la place de la diversité et de l'inclusion dans le management, et notamment le management opérationnel, car vous le verrez, nos intervenants et intervenantes ont des places qui les ramènent ou les approchent le plus près du terrain possible. J'anime cette table ronde ce matin parce que c'est le fruit d'un travail qui a été mené notamment avec Nouméum, donc le syndicat du numérique, depuis 2 ans maintenant. Nous avons lancé un programme qui portait donc sur le quotidien opérationnel des managers. Nous avons déployé un questionnaire de perception. La perception, mine de rien, elle est effectivement partout et elle est importante. Donc un questionnaire de perception à destination des managers de nos 2 organisations, donc Nouméum et la FMD. Et nous avons organisé plusieurs focus group pour rentrer un peu plus dans le détail de cette perception. Ça a touché un peu plus de 200 managers, donc principalement des managers qui opèrent aujourd'hui dans des entreprises du secteur du numérique, mais pas uniquement, c'est-à-dire aussi toutes ces organisations qui ont en interne aujourd'hui des fonctions du numérique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est dit qu'effectivement, il nous fallait trouver une porte d'entrée dans les organisations, et à partir des DSI et des systèmes d'information, c'était une bonne idée. Françoise Farag en parlera mieux que moi tout à l'heure. Nous les avons donc sondé, ces managers, sur leur expérience de management. Nous avions souhaité comprendre ce qui pouvait freiner leur implication en matière de diversité et d'inclusion, sans pour autant chercher à nommer le management inclusif. Management inclusif, un mot qui est un petit peu sur toutes les bouches, un mot aussi un peu fourre-tout, très difficile finalement à définir. Donc nous nous sommes davantage intéressés à la définition même du management de la diversité. Qu'est-ce que signifie la diversité pour les managers ? Y a-t-il des stéréotypes, des idées reçues qui empêchent peut-être cette intégration de ces sujets dans leur manière de manager au quotidien ? Quelles étaient les situations qui les dissuadaient de s'engager dans une culture managériale, dirais-nous, inclusive ? Et donc, pour répondre un petit peu aux questions que je viens de lancer, j'ai demandé donc à 3 managers de m'accompagner ce matin. Mais peut-être avant de leur donner la parole, j'aimerais vous donner quelques chiffres, qui sont finalement les chiffres de cette enquête que nous avons menée auprès de ces 200 managers. 74% d'entre eux ont répondu considérer que leurs équipes étaient diversifiées. Mais tous ces managers ne s'accordent pas sur la notion même de diversité. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une équipe diversifiée ? Une grande majorité ont fait référence à une diversité de profils et de compétences. Pourtant, 20% ont considéré que leur équipe était diversifiée à partir du moment où elle intégrait des hommes et des femmes dans leur équipe. Pour plus de la moitié, donc pour 55% des managers qui ont répondu à notre enquête, il n'est pas plus difficile de manager une équipe diversifiée. En revanche, pour 18% d'entre eux, ça nécessite un travail d'adaptation et un travail d'équité. On observe aussi pas tellement d'écart selon que l'on soit un répondant homme et une répondante femme, mais plutôt des écarts au niveau des âges, selon qu'on soit un manager expérimenté ou non et un manager jeune ou plutôt senior. Et enfin, dernier chiffre qui me paraît assez intéressant de vous partager, c'est à propos du temps passé à manager. Une majorité d'hommes a déclaré passer moins de 30% de son temps à manager ses équipes. Quant à l'inverse, les femmes disent y consacrer 70% de leur temps. L'écart, il est colossal. On va essayer de comprendre pourquoi ce matin. Et donc, je vais commencer tout de suite en donnant la parole à Françoise. Françoise, vous représentez donc à la fois Salvia Développement, qui est une entreprise d'éditrice de logiciels pour le secteur immobilier, et vous représentez aussi le syndicat donc professionnel Nouméum, qui rassemble plus de 2500 entreprises du numérique.
En tant que présidente de la commission de Numéum, est-ce que ces chiffres confortent des constats que vous avez faits au sein du secteur du numérique? Est-ce qu'ils confirment ou non des préoccupations? Bonjour à tous. Alors, j'ai envie de vous dire, Marie, malheureusement, oui, puisque le numérique se doit de s'améliorer en matière de diversité et d'inclusion. Et c'est pour ça qu'on a créé une commission au niveau de Numéum. Cette commission a été créée en janvier 2022. Alors, c'est un sujet qui nous montre son intérêt au quotidien parce qu'on a beaucoup de membres de Numéum qui ont rejoint la commission inclusion pour réfléchir, et je reviendrai dessus plus tard, mais réfléchir sur tout ce sur quoi on pouvait s'améliorer dans nos entreprises et aussi au sein même de Numéum, puisque on se veut d'abord exemplaire avant d'aller porter la bonne parole auprès de nos adhérents. Il faut savoir que dans le numérique, on entend souvent parler toujours des très grandes entreprises. Je pense que si je vous dis numérique, vous penserez peut-être Dassault Systèmes. Mais bon, il y a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises, beaucoup de start-up. Et déjà, rien que sur les start-up, on voit que la majorité sont créées par des hommes. Ce ne sont effectivement pas des chiffres qui vous choquent. Pour autant, je tiens à le dire, sur cette enquête qui a été menée, il y a eu un fort taux de réponse des femmes. D'ailleurs, un taux qui n'est pas du tout représentatif du pourcentage de femmes et du taux de féminisation du secteur du numérique. Donc déjà, ça nous donne une piste sur l'intérêt qu'il peut y avoir pour peut-être davantage les femmes que les hommes à traiter ces sujets-là. En tout cas, sur ces sujets, j'aimerais donc entendre maintenant nos deux invités qui sont donc peut-être moins habitués aux prises de parole sur les questions de diversité et inclusion. C'était ça aussi l'idée ce matin, que d'inviter des managers plutôt terrain, opérationnels, dont le quotidien est bien sûr de manager des équipes, mais pas au regard des sensibilisations, des formations de diversité et inclusion ou RSE habituelles. Donc ce sont deux managers qui ont commencé dans leurs organisations ou au-delà avec des petites équipes et qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, managent plutôt autour de 200 personnes. Donc plutôt du management, de management, de management, de management. Je vais commencer donc avec peut-être Emilou. Donc Emilou, vous êtes senior partner au sein de MC2I, c'est un cabinet de conseil de transformation numérique. Christophe, qui est aussi à vos côtés, est au sein de Siemens Smart Infrastructure, donc c'est plutôt les technologies au service des bâtiments et des infrastructures. Donc vous verrez, c'est des métiers finalement assez différents, mais pourtant de grandes équipes. Je vais commencer peut-être, Emilou, avec une citation qui nous vient d'un des focus group que l'on a organisé, qui était « Ces sujets de diversité et inclusion, c'est trop personnel, ça ne regarde pas l'entreprise ». C'était une manager qui nous avait dit ça. Pourquoi est-ce que ces questions, justement, de diversité et inclusion, vous paraissent importantes, à la fois pour vous, votre équipe et votre organisation ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'évolue dans le domaine du numérique et j'ai pu, au travers des différentes missions dans lesquelles j'ai pu intervenir, observer justement la richesse que la diversité pouvait apporter au sein d'un projet, que ce soit de points de vue différents, que ce soit d'idées sur les concepts, la manière de penser qui est pas la même. Tout ça, à chaque fois, ça a amené une grande richesse dans le projet, plutôt que d'avoir un spectre, un biais. Le terme a été utilisé sur la solution sur laquelle on était en train de concevoir ce qui allait être la solution future. Du coup, d'avoir des divergences de points de vue, des divergences d'idées, ça a permis justement sur chacun des projets d'avoir une grande richesse. Et à chaque fois, ça a toujours été très apprécié des clients pour lesquels on a pu intervenir. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi-même j'ai pu observer. Et puis aujourd'hui, je fais partie d'une entreprise où on est très intéressé par l'amélioration continue. On a très fortement envie de s'améliorer sur chacun des process de l'entreprise. Et donc, de participer au programme, c'est aussi une manière de pouvoir écouter les pratiques d'autres sociétés pour pouvoir s'en inspirer, challenger notre propre plan d'action. Merci Emilou. Et donc Christophe, côté Siemens, je sais aussi que vous êtes passé par de multitudes de sociétés auparavant. Pourquoi ces questions de diversité et inclusion sont importantes pour vous, vos équipes ou votre entreprise ? Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, j'ai 25 ans dans les métiers de l'énergie. J'ai commencé à manager 3 personnes, 5, 10, et puis après plusieurs stades d'équipe. Donc c'est important déjà parce que c'est une conviction. Ça, c'est aussi, quand on est jeune manager, on a des rêves aussi. On souhaite imprimer aussi sa marque managériale.
On se renseigne beaucoup, on étudie beaucoup, et puis finalement, après, on a le côté pratique. Donc déjà, une conviction, le fait aussi d'embarquer des gens sur des valeurs, et c'est important aussi de le dire au début, lorsqu'on rencontre l'équipe. Donc en l'occurrence, je me souviens pour les premières équipes, c'était d'être professionnel, et ça c'est vraiment important pour un jeune manager aussi de poser un cadre. Solidaire aussi, les valeurs de solidarité, c'est important aussi de les amener pour soi et pour les autres. L'enthousiasme aussi, c'était une valeur toujours qu'on retrouve quand on fonde un groupe ou quand on reprend une équipe. Et puis la responsabilité, parce que tous ces enjeux sont évidemment responsables. Et quand on est manager, on a aussi, que ce soit juridique ou autre, mais on a des responsabilités et on doit aussi répondre à des règles et à un cadre. Ensuite, pour l'entreprise, pour moi, c'est important aussi de répondre au cadre. Par exemple, chez Siemens, on a degré qui est notre repère, alors comme un degré, et puis dans chaque lettre, le D, c'est décarbonation, le E, c'est éthique, le G, gouvernance, employabilité, etc. Et du coup, on a aussi ce repère-là, et on se doit aussi, en tant que manager, de le descendre au niveau des équipes, mais surtout de l'expliquer. C'est-à-dire que la sémantique que peuvent utiliser parfois nos dirigeants n'est pas la sémantique du terrain. Donc pour moi, c'est hyper important aussi de me dire que j'ai ce trait d'union et je dois aussi, dans ma mission, expliquer les choses simplement. Voilà, parce qu'on a des profils, des équipes de commerciaux, de bureaux d'études, de techniciens, etc. Et donc, tout le monde n'a pas forcément le même background. Et puis enfin, c'est vrai que pour le groupe, et je termine par là parce que c'est le plus important, c'est qu'on se sent porté aussi. Et quand on arrive à expliquer les sujets de diversité et puis à faire que son équipe est diverse, cette richesse-là, elle est reconnue par tous. Voilà, donc c'est avec, en toute humilité, cette expérience-là, ça m'a appris aussi le fait qu'il faille oser. Puis après, on a tous notre histoire, je termine par là, c'est qu'on a notre histoire personnelle, on a vécu des choses aussi dans les entreprises, on a vécu des choses dans la famille, etc. Et on se dit, tiens, si je peux aussi apporter cela à mon groupe, et le groupe derrière vous suit aussi pour ça, eh bien c'est formidable. Voilà. Merci Christophe. J'aimerais peut-être poser la même question pour Françoise, mais au regard du secteur que vous représentez aujourd'hui, celui du numérique. Je sais qu'il y a d'énormes enjeux en matière de diversité et inclusion. Est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui ont été identifiés par le syndicat et qui probablement ont des répercussions dans vos deux organisations actuelles ? Alors le premier enjeu, c'est l'attractivité, notamment envers les jeunes filles. Et puis, il y a un deuxième enjeu, c'est la rétention des talents. Parce que c'est bien d'embaucher, c'est mieux de garder, de faire grandir, de faire évoluer et de donner des perspectives. Donc, ce sont des sujets qu'on a identifiés depuis pas mal de temps. Il y a des actions qui sont... On n'a pas attendu la création de la commission inclusion pour s'en préoccuper. Mais le premier sujet, c'est de faire comprendre aux jeunes femmes, aux jeunes filles, que c'est possible et que les métiers du numérique ne sont pas réservés aux matheux, geeks, derrière leur ordinateur. Parce que ça, c'est aussi un premier auto-frein que les jeunes peuvent se mettre en se disant « mais ces métiers, c'est pas fait pour moi ». Et parce qu'on en a une image qui n'est pas forcément... l'image dans la réalité. Donc c'est important et encore une fois, on a commencé à travailler avec les collèges, avec les lycées, à faire venir les jeunes dans nos entreprises pour leur faire découvrir des métiers dont ils ignorent même le nom. Je pense qu'un qualiticien, si vous voulez, bon, voilà, quand on a 14 ans, ça parle moins qu'un médecin ou une infirmière. Est-ce que je peux parler de qualiticienne ? Oui, et de médecins et d'infirmiers aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc c'est un travail de fond qu'il faut engager dès le collège, parce que nous, notre enjeu, il est vraiment sur la quantité. Ça commence par ça. C'est pas le seul sujet de diversification. Mais bon, je vais juste vous donner un chiffre. Globalement, on a à peu près 30% de femmes dans le secteur du numérique. Quand on zoome un peu sur les métiers, dès qu'on est sur des métiers de développeurs ou de développeuses ou de qualiticiennes ou qualiticiens, là, ça se gâte un peu parce qu'on est à peu près à 16%. Donc, autant vous dire qu'il y a de la marge pour pouvoir faire beaucoup mieux.
Et je sais que souvent, cette marge, on croit beaucoup au pouvoir d'action justement des managers et qu'on leur donne ce pouvoir parfois un peu par défaut en leur disant c'est surtout vous qui allez nous trouver ces jeunes filles, c'est surtout vous qui allez nous amener ce public plus diversifié. Donc, beaucoup de poids qui peut être amené à poser. Une autre chose que vous aviez dit, Françoise, c'était effectivement ce devoir d'explication, un petit peu comme ce trait d'union dont parlait à l'instant Christophe. Donc, je m'adresse maintenant aussi à vous. Est-ce que vous avez le sentiment en tant que manager que vous devez montrer aussi l'exemple sur ce sujet, vous devez le traduire, ces messages qui sont portés au plus haut niveau dans vos organisations, mais vous devez le traduire et donc l'incarner quelque part. Qui souhaite répondre en premier, Émilou ? Alors moi, j'aurais du mal à faire partager à mes équipes des choses que je fais pas moi-même. Donc effectivement, moi-même, je me mets ce devoir d'exemplarité sur un certain nombre de sujets, et donc bien entendu la diversité et l'inclusion. Et globalement, en fait, les managers sont la représentation de la politique d'entreprise. Donc il faut effectivement, dans toutes nos actions du quotidien, qu'elles puissent refléter effectivement cette image de la politique de l'entreprise. Donc c'est vrai que moi, je m'y attelle très fortement. Après, j'ai pas réponse à tout. Donc moi, je travaille beaucoup avec mes équipes en intelligence collective. C'est-à-dire que quand il y a un cas, un manager qui a une difficulté sur un cas particulier, plutôt que de lui donner une réponse ferme, c'est de faire parler toute l'équipe sur nos points de vue par rapport à ce cas-là, et que ça puisse étayer une première solution. Et si on n'a pas la réponse complète, parce qu'on n'est pas non plus ni des psychologues, il y a des choses qu'on maîtrise pas, et bien on a en interne des équipes RH et d'autres référents auxquels on peut faire appel pour répondre. Mais donc je cherche pas à avoir solution à tout, parce que je n'estime pas être en mesure de pouvoir répondre à tous les sujets, mais déjà beaucoup par le collectif, parce que ça fait apprendre aussi les autres au travers des points de vue, et puis après les référents, les équipes RH aussi qui ont beaucoup d'éléments à nous partager pour nous aider au quotidien. Oui, on reviendra justement tout à l'heure sur les moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir transmettre ces valeurs de diversité et inclusion. J'ai une petite statistique à vous partager, notamment toujours liée à l'étude que l'on a menée. 72% des managers sentaient ou considéraient que transmettre des valeurs de diversité et d'égalité faisait partie de leur mission. Alors bien sûr, ça n'est pas inscrit dans leur fiche de poste, mais comme l'a très bien dit tout à l'heure Christophe, il y a une conviction déjà interne d'incarner ces valeurs pour les transmettre. Est-ce que Christophe, vous voulez d'ailleurs nous dire comment ça se transmet lorsqu'on l'incarne soi-même, lorsqu'on est exemplaire en tant que manager, comment est-ce qu'on arrive à en faire en sorte que les managers qui sont dans notre réseau incarnent aussi ces valeurs-là ? Je rejoins Marie-Lou, je pense que c'est co-construit avec l'équipe. Ça, c'est une chose déjà importante, c'est qu'on n'a pas la science infuse et qu'on doit évidemment co-construire aussi les objectifs. Il faut qu'ils soient smart aussi. Dans l'exemplarité, c'est aussi de fixer des objectifs qui sont simples, mesurables, atteignables, réalistes et bien sûr planifiés dans le temps. L'exemplarité, c'est aussi être juste. Il y a des valeurs, encore une fois, on revient sur les valeurs, mais je pense que c'est important pour un manager exemplaire de se fonder là-dessus aussi avec son équipe. C'est également, peut-être même pas que dans le cadre de l'entreprise, c'est aussi être parfois dans l'écosystème local. Alors moi je suis du Grand Est, à Metz on a beaucoup de relations avec les entreprises, les clubs d'entreprises, et c'est vrai que on va puiser aussi, s'inspirer, et quand votre équipe vous voit aussi œuvrer pour l'écosystème local, répondre aussi à des enjeux RSE localement, vous investir dans des clubs. On a nos quartiers ont du talent, par exemple. On reviendra peut-être sur tout ce qui est fait. Mais je trouve que pour intégrer la diversité et l'inclusion, c'est cet exemple de faire, surtout. De faire, et parfois même de le mesurer, de le montrer à l'équipe. Et aussi mettre en avant, surtout l'équipe, je pense, quand on a ces signaux, parce que c'est pas évident de démarrer parfois, ça dépend d'où on part aussi, mais quand il y a des éléments intéressants, c'est pas de vouloir tout de suite qu'on atteigne l'excellence, c'est step by step, étape par étape, d'amener en fait l'équipe à cela. Donc c'est la reconnaissance, et puis c'est faire ensemble.
Alors pourtant c'est intéressant, là je vous entends parler de co-construction, d'un travail collaboratif, participatif avec vos équipes, et pour autant nous avions eu dans les focus group des échanges avec des managers qui nous disaient de toute façon le poste de manager c'est un poste très solitaire. Parfois, on est un peu démuni ou on se sent seul face à des situations. Et moi, j'aimerais vous parler de 2 situations de management qui peuvent paraître compliquées, en tout cas aux yeux d'un ou d'une manager. Un cas de discrimination, avéré ou non, ou un cas de harcèlement, par exemple. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à votre disposition et qu'est-ce qui vous manque? Ou en tout cas, qu'est-ce qui serait nécessaire de développer, d'approfondir? Alors, vous avez commencé, peut-être Emilou, à nous parler des ressources humaines qui étaient donc des relais sur lesquels s'appuyer. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Alors du coup, effectivement, on a pas mal de choses qui sont mises à notre disposition. Alors d'une part, justement, avant de traiter un cas qui arrive, il y a la sensibilisation en amont, la prévention. Et donc, il y a beaucoup de formations, de sensibilisation qui sont mises en place au sein d'MC2I. D'une part, auprès des populations qui sont dans les processus de recrutement, justement pour enlever les biais, en fait, pour bien leur présenter la politique inclusive de l'entreprise et qui prennent pas eux-mêmes de décisions sur des choses qui ne seraient pas normales dans un CV ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de sensibilisation pour enlever les règles que des personnes pourraient se mettre par elles-mêmes en analysant une candidature, un congé maternité par exemple. Aujourd'hui, c'est pas un gros mot, des choses comme ça. Donc du coup, il y a toutes les personnes impliquées dans le processus de recrutement. Ensuite, il y a toutes les personnes qui sont impliquées dans le management, dans la gestion des équipes, ont une sensibilisation au harcèlement et aux risques psychosociaux. Et après, en fait, on a régulièrement des formations qui sont plutôt des mises en situation. Donc on travaille avec un organisme de formation qui met à disposition des formateurs qui jouent des rôles d'acteurs, en fait. Et ils vont créer eux-mêmes la situation. Et donc, les managers vont devoir gérer avec cet acteur les situations, parce que aujourd'hui le rôle de manager, on peut pas, une seule formation ne permet pas de voir tous les cas qui peuvent tomber. Donc du coup, régulièrement, il y a ces formations de mise en pratique qui sont réalisées. Et puis après, moi j'en ai parlé, effectivement, comme on mise beaucoup sur l'humain, tous les managers, on se voit toutes les semaines et on aborde ensemble les difficultés, les cas qui sont amenés à gérer, de manière à justement aussi pouvoir échanger ensemble, parce qu'encore une fois, on ne peut pas voir tout à l'avance, une formation ne peut pas décrire tout ce qui peut se passer dans la vie d'un manager. Et donc du coup, on a déjà en fait cette capacité ensemble de pouvoir réagir et trouver un début de solution ensemble. Ou sinon, faire appel aux personnes qui peuvent intervenir à ces moments-là. Et puis on a aussi un dernier point, c'est le fait aussi que les collaborateurs puissent aussi avoir une ligne directe aux ressources humaines sans passer par le management. Parce que justement, pour pouvoir se sentir libre aussi, si c'est un cas lié avec un manager, de pouvoir communiquer directement aux ressources humaines et que ce ne soit pas communiqué au management pour qu'ils puissent gérer directement et remonter des alertes directement. Je vais peut-être poser une question piégeuse, mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est suffisant? Je sais qu'on a beaucoup, alors au sein des adhérents de la FMD, des organisations qui déploient formation et sensibilisation. Néanmoins, faire en sorte que chaque manager entrant sur ses fonctions, ou au contraire, plus expérimenté, puisse avoir accès à ces sensibilisations, ces formations et en tirer des choses dans leur application. Je pose la question aussi parce que lorsqu'on a interrogé les managers sur ce qui pouvait être amené à leur manquer, la réponse, souvent 30%, c'est il manque rien. C'est-à-dire qu'on a déjà a priori tout à notre disposition et pour autant, quand des situations complexes se présentent, eh bien, il n'y a pas une chance sur 2, je n'ai pas la stat et j'espère absolument pas qu'il y a une chance sur 2 pour qu'on se trompe. Mais voilà, est-ce que, d'après vous, avec maintenant la hauteur que vous avez et les équipes que vous gérez, vous trouvez que ça fonctionne, que c'est simple de rendre ces sensibilisations, ces formations accessibles à l'ensemble de vos managers? Alors, je pense que la culture d'entreprise qu'on a fait que oui. En tout cas, les managers apprécient d'être formés, apprécient de venir. Je sais que c'est pas le cas forcément dans toutes les entreprises, mais comme on se réunit vraiment en physique toutes les semaines ensemble, on a cette culture de se voir, de parler, d'échanger et de s'auto-former sur les sujets ensemble. Donc sur ça, je pense que ça fait partie de notre ADN. Et pour le mesurer, pour que ce soit pas juste nous en interne qui nous s'auto-satisfaction de nos
nos actions, on travaille avec des labels qui viennent auditer nos processus internes, qui viennent faire des sondages auprès de nos collaborateurs pour pouvoir mesurer tous ces éléments-là, discrimination, égalité homme-femme, égalité des chances. Enfin, le questionnaire est vraiment très long et on est très content que nos collaborateurs aillent jusqu'au bout. Et donc, c'est des labels comme Great Place to Work qui permettent justement de ne pas faire juste de l'audit de process, de ce qu'on se dit, mais de sonder directement les collaborateurs pour avoir le terrain, la vision des collaborateurs. Et aujourd'hui, justement, on a été classé dans les top 10 des entreprises sur le label Great Place to Work dans notre taille, donc oui, ça ressort aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et puis on a d'autres labels, mais celui-là est intéressant par le sondage aux collaborateurs. En tout cas, c'est un référentiel que vous utilisez, vous, en tant que manager, quelque chose sur lequel vous vous appuyez aussi pour réussir à faire en sorte que dans la pratique, on ne reste pas sur de la théorie vue peut-être en sensibilisation, mais vous parlez de mise en pratique et donc ça se matérialise de cette manière-là. J'ai noté 2 choses qui me semblent intéressantes. Vous avez parlé de rencontres en physique avec vos acteurs. Alors, j'ai fini pour les questions pour vous, Emilou, mais je vais poser la question plutôt du coup à Christophe, puisque avant d'être directeur de la transition énergétique, vous étiez directeur régional, donc avec des équipes sur l'ensemble de la région Grand Est qui étaient dispatchées. Donc je pense que le management hybride, vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a des équipes, je veux dire remote, donc réparties, est-ce qu'il est facile de prendre les bonnes décisions lorsqu'on est face à des cas complexes? Est-ce que les managers viennent vous voir? Comment ça marche? Alors, difficile, oui, c'est parfois difficile. Et je trouve qu'on est mieux équipé en milieu de carrière qu'en début de carrière. Parce que quand on se lance en tant que jeune manager et qu'on a à faire face à des situations complexes, c'est très important déjà de se baser, alors que ce soit à distance ou pas, mais on a évidemment chez Siemens par exemple développé énormément de podcasts, de choses sur lesquelles on peut se former. 100% des managers sont formés donc à l'inclusion et aux situations difficiles. Ensuite, on peut aller chercher dans une bibliothèque à l'université Siemens l'ensemble des différents éléments qui nous manqueraient. On ne remplacera jamais évidemment aussi le retour d'expérience, c'est-à-dire la mise en commun au sein d'une équipe. Et moi, je l'ai beaucoup pratiqué ça quand j'étais jeune manager, c'est que j'appelais des amis qui étaient aussi jeunes managers, on échangeait beaucoup, des managers aussi un peu plus confirmés dans l'entreprise. Chez Siemens, on a le mentorat, nous avons également beaucoup de choses autour du dialogue et du choix de la sémantique, parce que, par exemple, vous prenez un cas de harcèlement ou autre, il faut toujours trouver les bons mots tout de suite pour contenir le phénomène. Ensuite, il faut rencontrer une personne et puis l'autre, faire la part des choses, analyser. Ça nécessite beaucoup de temps et d'éléments. Donc tout cela avec un peu de formation évidemment. Mais là, je dirais que le management hybride, ça ne fait pas changer un collaborateur et ça ne fait pas changer un manager. Un manager qui est hyper contrôleur, il va être contrôleur aussi en hybride. Il va mettre des trackers, etc. Et pareil, un collaborateur, il ne va pas changer non plus. Ce qui est important, c'est le regard. Pour moi, c'est le regard qui crée la relation. Donc c'est important, comme l'a dit Emilou, aussi d'avoir des moments donc dans les agences. Et chez Siemens, on a mis par exemple Perfect Place avec des animateurs, des ambassadeurs et ambassadrices qui font le petit-déj le lundi matin, chacun fait les gâteaux le week-end, on revient, etc. Enfin, il y a un moment d'échange. On en profite aussi pour lancer des initiatives sur le handicap. On fait beaucoup de choses autour de cela. Donc pour moi, la rencontre, ça doit rester quelque chose d'important et d'essentiel dans la gestion de ces crises. Merci Christophe. Je me tourne vers vous, Françoise. Quelle est l'expérience que vous faites peut-être au sein de Salvia Développement ou peut-être au sein de Numéum à ce sujet? Est-ce qu'il y a des choses que met en place la commission et qu'elle va mettre à disposition de ses adhérents justement pour les inciter? Emilou l'a dit, un arsenal de formation, de sensibilisation, toutes les entreprises ne sont pas à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des universités dans chaque organisation? Je ne suis pas sûre. Le réseau de Numéum, c'est beaucoup de PME, beaucoup de TI. Qu'est-ce qu'il en est? Salvia ou Numéum, comme vous souhaitez? Peut-être un peu les deux. Parce que le travail que je fais au niveau de Numéum se nourrit aussi de la réalité de l'entreprise qu'est Salvia, où ce qui compte avant tout, et comme dans beaucoup d'entreprises, je pense, c'est les compétences. Peu importe le parcours, peu importe l'école, peu importe le genre.
Donc ça, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la commission inclusion? On essaye de faire intervenir des associations. Très régulièrement, on a des réunions en plénière une fois tous les 2 mois à peu près, et à chaque fois on fait intervenir des associations pour ouvrir sur des sujets d'inclusion, parce que au-delà de l'inclusion des femmes, il y a aussi l'inclusion des LGBT, il y a l'inclusion des personnes handicapées, et c'est important de déborder largement oui, je suis inclusif parce que j'ai des femmes dans mon équipe. Ça me choque un peu en 2023, pour tout vous dire. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. Deuxième chose, on a démarré une série de podcasts qui luttent contre ce qu'on pense, en fait, être le fait acquis. Et le premier podcast qu'on a fait, c'était lutter contre l'idée que tous les jeunes sont à l'aise avec le numérique. Parce que c'est pas vrai, et même ceux qui font des études supérieures, ils sont pas toujours à l'aise avec le numérique, et notamment le numérique administratif. Donc c'est aussi important pour ça, et on travaille aussi sur les échanges, et ça a été demandé par les participants à la commission, pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que, oui, par votre présidente notamment, je pense qu'on peut se nourrir, et c'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre, il faut se nourrir des expériences des uns et des autres, il faut se nourrir des expériences en les adaptant aussi à la taille de son entreprise. Et c'est pas parce qu'on est une PME qu'on n'a pas de RSE, qu'on n'a pas une conscience de ce que doit être des valeurs que l'on doit porter, et l'exemplarité du chef d'entreprise, elle est hyper importante. Vous ne pouvez pas demander aux autres de faire quelque chose que vous ne faites pas vous-même. Je vais juste vous donner un exemple tout bête. Quand j'ai repris l'entreprise, c'était une entreprise qui était avec des bureaux fermés, et même pire, 2 étages. Un étage pour la R&D et tout le reste du monde au 2e étage, et un code pour rentrer à la R&D. Alors moi qui venais d'un espace ouvert, tu travailles en open space depuis très longtemps, c'était assez flagrant. Quand on a déménagé, évidemment, on est passé en open space. Et c'était une révolution, parce que ça veut dire communiquer différemment, ça veut dire être tout le temps avec les autres et ne pas avoir de fermeture à un quelconque niveau. C'est un peu la même chose, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, quand on dit il faut inclure des personnes handicapées, et c'était hier la journée du sport paralympique pour faire découvrir des belles disciplines, c'est aussi des rencontres qu'il faut provoquer, puisque souvent on est dans des silos, et c'est juste faire se rencontrer des compétences qui existent, des entreprises qui cherchent. Donc ça passe notamment par la sensibilisation au handicap, chose qu'on a faite, et qui est un des ateliers, par exemple, qu'on mène au niveau de Numéum, et que moi je mène au niveau de notre entreprise. Quand on sait que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles, oui, ils restent invisibles, et déjà le premier pas, c'est de dire oui, j'ai un handicap, et ce n'est pas un frein c'est déjà pour moi un premier pas de franchi quand en entretien de recrutement, la personne ose dire qu'elle souffre d'un handicap que vous n'aviez pas détecté parce qu'il ne se voit pas. Voilà, donc c'est ce genre de choses, je pense, qu'il faut dire, redire, re-redire. C'est du travail qu'il faut faire en permanence, parce qu'il y a d'autres enjeux. Il y a les enjeux économiques, il y a les enjeux que vit l'entreprise. Pour certaines, des fois, c'est des enjeux même de survie dans certains secteurs de l'activité. On a tous traversé le Covid. On s'en est sorti plus ou moins bien, mais maintenant il faut avancer, mais il faut avancer en se rendant plus inclusif, parce que, en tous les cas, dans les métiers du numérique, c'est un élément de réussite pour l'avenir. On ne pourra pas grandir aussi vite qu'on le souhaite si on n'est pas hyper inclusif. Oui, il y a des enjeux de durabilité du secteur et de pérennisation du secteur du numérique, comme beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs.
Je vais vous poser une dernière question et je vous préviens, chère audience, que nous allons prendre des questions-réponses après pour nos managers, donc préparez-les, puis les micros circuleront auprès de vous. Vous aviez commencé votre intervention à l'instant à nous parler des compétences, et justement c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, Émilou et Christophe. Dans des situations complexes qu'on a évoquées, cas de discrimination, harcèlement, conflits entre différents salariés dans vos équipes, lorsque vous avez une posture aujourd'hui, vous avez mentionné des valeurs comme être juste, être équitable, être inclusif, on sait tous à quelles compétences il faut mobiliser dans ces cas-là. On va les parler, on va les nommer, ces soft skills, les compétences douces. Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être reconnu pour ces compétences-là? Est-ce qu'on vous valorise pour les compétences? Alors j'en cite quelques-unes, c'est celles qui nous ont été surtout remontées: être à l'écoute, faire grandir ses équipes, savoir expliquer, accompagner chaque cas individuel et collectif. Ces compétences-là, est-ce que vous avez le sentiment d'être formé pour les obtenir et pour gérer ces cas complexes? Est-ce que vous avez le sentiment d'être rémunéré pour aussi avoir cette attitude-là? Qui veut me répondre en premier? Écoutez, oui, pour moi c'est important en effet d'avoir ces formations, parce qu'on est formé tout au long évidemment de la carrière professionnelle de manager, donc c'est important, le groupe nous permet cela pour avoir une base solide. Ensuite, tout ce qui concerne la reconnaissance, pour moi c'est aussi celle de l'équipe, hein. C'est-à-dire que ça s'évite aussi un manager qui, femme comme homme, qui soit qui abuse, soit qui n'est pas forcément dans l'inclusion. Donc c'est aussi la reconnaissance de l'équipe par rapport aux efforts que l'on peut faire, aux actions que l'on peut mener. Et c'est aussi, un échange avec l'équipe et savoir emmener aussi l'équipe sur un niveau de progrès, susciter aussi l'intérêt pour des jeunes managers de le devenir. Je pense qu'on devient aussi un bon manager avec l'expérience. On doit nous donner aussi, l'entreprise qui décide de promouvoir, de faire évoluer une personne, doit aussi lui donner tout cela, enfin une boîte à outils. Et puis après, c'est l'expérience aussi qu'on se forge les uns avec les autres. Voilà, donc ce sont tous ces éléments qui sont importants. La notion d'égalité, évidemment, c'est aussi l'apporter au sein de l'équipe. Et puis, toutes les valeurs aussi, pour dire que le talent n'est pas genré et qu'on a aujourd'hui à travailler cela tous ensemble. Il reste encore beaucoup de choses à faire, évidemment, mais voilà, on voit des différences. Je reviendrai aussi sur un point qui est important pour moi, c'est les groupes et les petites entreprises, ou les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Dans chacun de ces éléments, on a aussi peut-être à échanger des choses, à faire du mentorat. Enfin, je trouve qu'il n'y en a peut-être pas suffisamment entre les entreprises qui sont expertes, qui sont très outillées, etc., et d'autres entreprises qui voudraient le faire et qui n'ont pas forcément l'outillage. Donc pour moi, ce serait un levier aussi important, c'est cet échange au sein des différentes structures de taille différentes. Oui, échange aussi entre managers, de ce que je comprends, inter-entreprise, inter-organisation, pour croiser ces regards. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était assez intéressant de voir que... alors j'ai dit ça trop vite puisque j'ai oublié du coup le sens de ma question. Vous avez parlé de quelque chose pourtant très intéressant, mais c'est dommage, tant pis pour moi. Si jamais ça me revient et si jamais ça vous intéresse, sachez qu'on a sorti une étude dans laquelle j'allais parler d'un chiffre passionnant. Ça, c'est du teasing. Ah oui. Alors l'étude est déjà sortie, mais on a un super outil après dont on vous parlera juste après. Mince alors, parce que franchement, c'était... Ça va revenir. Ça va revenir. Sinon, c'est pas grave. Je vais poser une autre question à Émilou sur cette question de la reconnaissance. Ça y est, je l'ai retrouvée. Reconnaissance, puisqu'effectivement, on nous a parlé de beaucoup d'outils qui permettaient d'avoir une sorte de rétroalimentation vis-à-vis de ses équipes, mais aussi de ses pairs et également de ses supérieurs hiérarchiques. Des outils qui peuvent être parfois perçus comme d'une utilité incroyable parce que ça permet de se remettre en question. Et puis d'autres outils qui peuvent être un peu rébarbatifs, où on se dit en fait j'en ai pas besoin, ça va être biaisé, justement les personnes qui vont y répondre vont forcément me mettre des bonnes notes, etc. Donc cet effort de feedback de la part des équipes, de reconnaissance, et puis
Autre point que je voulais aborder, c'était... Ah, décidément. Non, je vais arrêter de parler. Je vais plutôt laisser la parole à Emilou, ça va me revenir. Emilou, est-ce que vous voulez nous en dire plus sur justement la manière dont vous êtes, entre guillemets, évalué par vos supérieurs, vos collègues ou vos pairs ? Alors, évaluer sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, il n'y a pas vraiment d'indicateurs, on n'a pas d'objectif spécifique sur le sujet, mais le meilleur indicateur, c'est, je pense, la motivation des équipes à travailler, c'est le résultat qu'on fournit sur le terrain, et ça, c'est un indicateur qui est assez visible. Et puis le turnover, en fait, effectivement, quand on a des équipes épanouies, généralement, elles restent, elles ont envie de continuer à travailler avec nous. Donc le turnover aussi est un des indicateurs qui est fortement suivi effectivement par les entreprises, parce qu'on est dans un secteur très concurrentiel, et donc le fait de pouvoir voir que l'impact de nos actions se ressent sur le turnover est le meilleur indicateur effectivement de suivi. J'ai retrouvé. La question, c'était: est-ce que vous trouvez que vous êtes un ou une bonne manager ? La réponse n'est pas aussi simple que ça. Beaucoup de managers, alors très fièrement, vont dire oui, je suis un excellent ou une excellente manager. Et en fait, nos chiffres nous ont démontré que beaucoup ne savaient pas se positionner. Donc, c'est intéressant de voir que l'indicateur premier peut être effectivement la cohésion globale que l'on ressent dans une équipe qui se rencontre, qui se voit, les échanges qu'on peut avoir, mais aussi le turnover, bien évidemment. C'est le moment où j'ai envie maintenant de laisser la parole aux personnes qui sont avec nous dans la salle. Je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent, et donc je veux bien en bas, c'est donc au 3e, 4e rang, s'il vous plaît, des micros passés. Je vais prendre la demoiselle là-bas, et puis ensuite celle qui est devant moi. Merci. Alors bonjour à tous. Donc je suis Siam Gila, je suis consultante en marketing du luxe et professeure, et également la fondatrice et présidente de Banlieue Chic Paris, qui est la première association qui œuvre pour plus d'inclusivité dans le domaine du luxe. Alors moi je vois un vrai décalage entre ce qu'on entend depuis ce matin malheureusement et la réalité du terrain que nous on rencontre chaque jour, avec notamment des personnes qui ont des doubles voire triples freins, qui peuvent être l'origine, mais également l'origine sociale, la localisation, quand on vient d'un quartier prioritaire de la ville, mais également quand on vient d'une zone rurale, c'est beaucoup plus compliqué pour accéder à des postes de management. Et là, je ne parle pas juste des postes en support ou en service. Donc j'aimerais en fait savoir, est-ce que vous avez des conseils pour pouvoir mettre en place concrètement des actions, étant donné qu'on n'a pas de chiffres, comme vous l'avez dit, c'est très compliqué pour nous. Nous, on le voit vraiment chaque jour sur le terrain. Est-ce que vous avez des actions concrètes que vous avez réussi à mettre en place et où vous voyez justement un intérêt pour les cibles variées et diversifiées? C'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, je pense. Donc concrètement, la question, je vous remercie, c'est de savoir comment est-ce qu'on inclut des profils qui ne sont pas des écoles habituelles, qui ne sont pas des clones, entre guillemets, des salariés qu'on a habituellement sous notre tutelle, qui a des pistes peut-être. Je sais que Emilou, puis peut-être Christophe et Françoise. Alors, Françoise en a parlé, mais effectivement, nous, par exemple, on travaille avec des associations qui justement vont pouvoir réunir en fait tous ces profils-là, organiser des salons d'embauche, qui vont accompagner par exemple des personnes en reconversion. Donc nous, on travaille beaucoup avec des associations pour pouvoir justement être le plus proche de ces personnes-là. C'est vraiment un levier pour pouvoir les identifier et travailler avec eux. Merci pour votre question. Des exemples précis, à Metz par exemple, il y a Automne Numérique, c'est un salon dans lequel il y a des stands d'entreprise. On présente les métiers du numérique au féminin, on explique aux jeunes filles des collèges et des lycées les avantages aussi de venir encore une fois dans l'industrie et dans les métiers du numérique. Il y a aussi, et c'est Catherine Petrovic qui m'avait présenté l'association NQT, Nos quartiers ont du talent, et c'est important aussi au sein de l'équipe qu'on se mobilise. Donc on a fait venir le délégué régional Grand Est donc pour expliquer l'association. En quelques mots, c'est moins de 30 ans et bac plus 3. Et c'est, comme vous le dites, des personnes qui sont issues de la diversité, mais aussi du milieu rural, qui n'ont pas forcément les codes à l'embauche, qui n'ont pas forcément aussi qui ont perdu confiance, parce que parfois, quand on ne fait pas le travail sur lequel on a son niveau de compétence, bien on perd confiance aussi en soi. Et la famille qui, parfois,
à payer les études dit bah voilà, tu ne fais que ça avec le diplôme que tu as. Donc l'idée, c'est de les remettre en confiance. Il y a quelque chose de très simple, c'est que quand on commence le mentorat avec ces personnes, il n'y a jamais la photo sur le CV. Jamais. Et petit à petit, voilà, on remet la photo sur le CV, on fait des simulations d'entretien, on revient, etc. Bah, vous voyez, ça, ce sont des actions que moi je trouve formidables. En plus, quand Siemens l'a proposé et qu'on l'a mis au sein du CODIR, il y a eu des mentors qui se sont désignés instantanément. Parce que parfois aussi, on ne connaît pas l'écosystème local avec tout l'attirail aussi de clubs. Donc le rôle aussi, pour moi, d'un manager, c'est d'être ancré dans son ancrage local, c'est le cas de le dire, et puis d'aider tout ce qui tourne autour de la diversité et l'inclusion. Mais je dirais juste que la diversité, pour moi, c'est donc voilà, de mécaniquement donner les possibilités, et puis l'inclusion, c'est quand même, j'allais dire, de forcer, de manager aussi les équipes pour qu'elles soient, évidemment, qu'elles respectent les processus de recrutement de l'entreprise, qui sont toujours d'être très ouverts sur ces sujets, et on rejoint la formation aussi, pour l'inclusion qui impose aussi des règles, j'allais dire. Donc le manager, il est aussi le garant des règles. Justement, Françoise, peut-être un dernier mot, et puis on prendra une autre question devant. Alors, oui, les associations, oui, aussi la cooptation. C'est-à-dire que moi, chez Salvia, 25% des recrutements se font par cooptation. Parce qu'on ne regarde pas les profils, on regarde encore les compétences. Et le fait de travailler avec des associations, je pense notamment à Proxité, qui est une association grâce à laquelle on a fait du recrutement. Et la meilleure récompense, c'est quand une personne qu'on a recrutée, quand on a fait une sensibilisation sur les sujets d'inclusion, a témoigné elle-même. C'est un jeune homme qui avait le diplôme parfait, tout ce qui allait bien, mais il sortait d'une alternance dans le monde bancaire, il n'aurait jamais rencontré la boîte de numérique que l'on est s'il n'y avait pas eu l'association. Et ensuite, il a témoigné de ce que lui a apporté l'association. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a beaucoup de silos qui existent dans les secteurs de l'économie. Et parfois, on est identifié avec un badge. Bah, tu as travaillé dans le domaine bancaire, bah, faut chercher dans le domaine bancaire. Bah, non. Non, je peux changer de secteur juste parce que j'ai envie et je peux aller dans un secteur qui recrute et qui, en plus, propose des salaires attractifs. Voilà, au hasard. Je ne fais pas de pub. Hein. Si vous voulez vous reconvertir, le message il est passé, allez dans le numérique. On a une question devant, et puis n'hésitez pas à lever la main également si il y en a d'autres dans la salle. Bonjour à tous, merci de prendre ma question. Bravo pour vos initiatives inclusives en faveur de la diversité. Donc moi, je suis Anne-Laure Baudrillard, je suis cofondatrice d'une agence de conseil aux entreprises sur la thématique du handicap qui s'appelle HASC, le handicap au service des compétences. Moi, j'ai une question sur les personnes complètement réfractaires au sujet, puisqu'il y en a. Des gens qui ont des gros freins, qui ne veulent pas en entendre parler, qui, pour eux, c'est pas un sujet. Du coup, dans la population à la fois des managers, mais également dans la population des salariés. Donc, est-ce qu'il y a des choses, vous avez constaté qu'il y a des choses qui marchent bien pour essayer de les mener vers un chemin un peu plus inclusif? Et puis, j'avais une autre question, c'était au sujet des écoles, puisque, on le sait aussi, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Et malheureusement, il y en a de plus en plus, des femmes qui y vont. Est-ce que vous faites des actions aussi dans les écoles publiques et privées? Alors, deux questions. La première, les personnes réfractaires qui nous disent « ça ne regarde pas l'entreprise, je ne veux pas en entendre parler ». Qui veut y répondre? Émilou. On l'a un peu abordé déjà, mais la notion d'exemplarité, aujourd'hui, c'est absolument pas acceptable d'avoir des gens réfractaires. Donc, du coup, nous, dans les équipes, de toute manière, on sera avec des personnes qui vont être inclusives et qui vont montrer par l'exemple que tout se passe bien et qu'il n'y a pas raison à être réfractaire à un tel sujet. Donc, et là, ça va être aussi des échanges pour la sensibilisation, en particulier vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes. Mais il n'y a rien de mieux que l'exemple et montrer que ça marche bien au sein des équipes. Et donc, on ne fera pas de cas particuliers des personnes. J'aimerais compléter sa question en disant j'ai pas le temps, Christophe, je ne veux pas en entendre parler là. Tout d'abord, je vais vous écouter, Marie, parce que je pense qu'une chose importante, merci pour la question, je pense qu'une chose importante, c'est l'écoute, c'est-à-dire pourquoi tu es réfractaire, tout simplement.
Et à partir de ce moment-là, le manager aussi, son rôle, hein, c'est d'avoir de la matière. Donc on est formé aussi à ça chez Siemens, c'est-à-dire voilà, d'une discussion, on sort cette matière, et de cette matière, on va commencer à positionner des écarts par rapport aux règles de l'entreprise ou à la culture de l'entreprise, et à partir de ce moment-là, mettre des objectifs qu'on appelle SMART, mais je l'ai dit tout à l'heure, simple, mesurable, atteignable, réaliste et planifié dans le temps. Chez Siemens, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle des growth talks, donc des entretiens de développement, on a arrêté l'entretien annuel en réalité, hein, qui est toujours un entretien, tout le monde n'a pas forcément envie d'y aller, voilà, on le fait entre deux, etc. Bon, l'idée de cet entretien de développement, c'est justement cela, c'est-à-dire de mesurer les écarts, de mettre un plan d'action et puis de le suivre tout au long de l'année. Donc ils sont très réguliers, une fois tous les 2 mois par exemple, et à partir de là on mesure donc les différents éléments qui ont été source de progrès. Après il y a tout l'attirail des formations, etc. et surtout le mentorat, et aussi d'inviter des gens dans l'entreprise, dans des réunions pour montrer aussi ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'est pas dans l'entre-soi, c'est important aussi d'être toujours ouvert. Donc tous ces exemples-là concourent en fait à ramener dans le droit chemin ceux qui pourraient être vraiment retors. Merci Christophe. Et donc pour répondre à la deuxième question qui était plutôt sur le lien relation entreprise-école, Françoise, est-ce que tu veux y répondre ? Aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs ont quand même, pour un bon nombre d'entre elles, changé un peu leur logiciel et ont des objectifs de féminisation. Il n'y a pas de quota, mais ça fait désordre quand il n'y a pas assez de filles dans une promo. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le sujet de l'école d'ingénieur, c'est le sujet qui arrive en fin de course quand on est en train de choisir ses études supérieures. Donc c'est au niveau du collège qu'il faut sensibiliser et dire oui, c'est le champ des possibles. Je ne vais pas me mettre de frein parce que c'est pas ce qu'on m'a dit depuis. Enfin, l'éducation a un rôle important. Alors l'éducation, bien sûr, l'école, mais le rôle des parents aussi. C'est important hein, que déjà quand on est parent, quand on va dans un forum, parce que ça nous est arrivé, hein, c'est arrivé à une des permanentes de Numéum qui était là pour expliquer les métiers du numérique, et elle entend une maman qui passe avec sa fille en lui disant « Non mais ça c'est pas pour toi, c'est des métiers de garçons ». Et donc, Neila a interpellé la maman en lui expliquant que non, il y avait plein de métiers dans le numérique qui sont intéressants, quels qu'ils soient, et qui ne sont pas genrés. Et la diversité est un élément très important de la performance. Il y a une étude que McKinsey avait faite qui montrait que c'était plus 15% de fait d'être divers dans ses équipes. Donc c'est juste énorme. Et ça, on ne peut pas s'en priver aujourd'hui, à l'heure où on pleure tous parce qu'on n'a pas parce qu'on a des difficultés de recrutement. Justement parce que tout le monde en cherche, des gens qui font du numérique, hein. Les entreprises qui ne sont pas directement des entreprises qui travaillent dans le numérique, on sait que ça fait partie de l'évolution de la société, et donc il y a des boulevards qui s'ouvrent, et il serait bien dommage que les filles ne s'en emparent pas. Voilà, mais il y a des efforts qui sont faits aussi dans l'enseignement supérieur. Je peux vous dire qu'on intervient régulièrement à l'Institut Galilée, par exemple, hein, et on voit qu'il y a plus de femmes. Voilà. Puis je pense que, comme on le disait, au-delà des femmes, c'est vraiment avoir une mixité sociale au sens large, une diversité de tous les profils, quels que soient les secteurs. Le numérique en est un exemple, mais on peut vous assurer que toutes les fédérations professionnelles, toutes les branches professionnelles sectorielles combattent la même chose. Ça s'appelle un biais. Il faut le déconstruire. Il y a une question au 3e rang. Madame, à vous la parole. Il va fonctionner, vous inquiétez pas. Oui, je vous remercie déjà pour vos témoignages, d'autant plus que, alors pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, ça fait un peu un lien direct avec ma question. Alors moi, j'étais responsable diversité dans un groupe anglo-saxon en 2007, donc on n'en parlait pas beaucoup en France, et j'avoue que je vois encore qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et je voulais faire un lien avec la performance, parce qu'effectivement,
on porte beaucoup aujourd'hui, et je suis très contente de voir l'évolution sur l'intérêt des jeunes et des moins jeunes autour de la diversité et sur le fait d'être inclus. Et je ne mets pas que le genre dedans, bien au contraire. Par contre, c'est vrai que moi, je sais que j'avais essayé d'embarquer justement, grâce à cette étude McKinsey, la notion de performance, parce qu'il y a quand même des moments où, faut pas se leurrer, les managers n'étaient pas très branchés sur le handicap en l'occurrence, et c'est vrai que j'ai utilisé parfois cette notion aussi de bâton. Enfin, c'était pas très beau, mais c'est comme ça. La posture de votre comité de direction par rapport à la diversité, c'est quoi ? Est-ce que vous avez des KPI également pour mesurer ça et pour démontrer aux sceptiques qui ne sont pas du tout convaincus par le côté sociétal qu'il y a un lien également économique ? Ce qui est intéressant avec vos questions, c'est que, encore une fois, je rappelle, ce ne sont pas des responsables diversité et inclusion, ni des RH qui sont sur le plateau. Donc, est-ce que vous, à votre niveau, eh bien, vous sentez que ça a infusé, ça a échelonné, alors vers le bas, mais c'est absolument pas péjoratif, c'est-à-dire, est-ce que c'est arrivé jusqu'à vous ? Et aujourd'hui, vous avez connaissance de ces fameux KPI, est-ce que vous les suivez ? Qui veut prendre la parole en premier ? Christophe. Oui, merci madame pour la question. Tout d'abord, oui, c'est vrai que la diversité et l'inclusion, c'est source de performance pour une entreprise, des entreprises technologiques comme les nôtres. Et dans le numérique, c'est fondamental. Vous avez raison aussi de dire que c'est un peu comme dans le développement durable. Dès l'instant qu'on le transforme en gain, de mon point de vue, c'est plus audible. Ça, c'est important aussi, vous avez tout à fait raison. Ça rappelle le président de Solar Impulse qui nous disait toujours il faut vraiment le présenter aux entrepreneurs comme un gain, en fait, le développement durable, comme une nouvelle économie, etc. Alors moi, j'ai beaucoup de chance chez Siemens parce que déjà, c'est Doris Birkhofer, notre présidente. Elle est vraiment très très impliquée dans ces sujets-là. Notre directrice diversité aussi, évidemment, très impliquée. Donc on a Catherine Petrovic, on a évidemment beaucoup d'éléments autour de cela, donc on n'a pas beaucoup de difficultés à le faire. Par contre, je suis témoin dans le cadre de fonction que j'ai pour des entreprises de moins de 50 salariés, c'est l'Observatoire du dialogue social de la Moselle, où là on rencontre des partenaires sociaux, des entreprises, et là on a cette problématique parfois de compréhension que c'est un gain, que au travers de la diversité, au travers de l'inclusion, on va vraiment emmener l'entreprise autrement. Donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait d'aider en fait certaines entreprises qui le demandent autour du mentorat et autour de les accompagner. Je pense que des institutions comme le MEDEF peuvent tout à fait aider à cela. Émilou, est-ce que vous voulez réagir ? Oui, bien sûr. Du coup, effectivement, nous, c'est devenu des indicateurs, j'allais dire du quotidien, on va dire plutôt trimestriel de revue au niveau du management. Donc, on a plein d'indicateurs sur les types de formations, d'où viennent les candidats qu'on recrute, les hommes, femmes. Le nombre d'indicateurs maintenant est devenu quelque chose de très, rentré dans la culture qu'on suit. Et au-delà du management, en fait, c'est des indicateurs qu'on partage à nos collaborateurs. J'ai assisté à l'introduction tout à l'heure où on parlait de les candidats qui cherchent des valeurs, mais après qui demandent la preuve. Justement, en fait, en donnant ces chiffres-là aussi à nos collaborateurs, c'est leur donner aussi la preuve que ce n'est pas juste des mots écrits sur une baseline ou sur le site internet, que c'est aussi des choses qu'on met en action. Donc, c'est aussi des indicateurs qu'on partage aux événements société avec l'ensemble des collaborateurs. Merci Émilou. Françoise, le mot de la fin ? Bien, au niveau de Numéum, ça fait tout à fait écho à ce qu'on est en train de faire actuellement, puisqu'on a une nouvelle présidente depuis juin, Véronique Turner, qui a mis l'inclusion au centre dans les 7 axes majeurs sur lesquels elle souhaite qu'on travaille pendant sa mandature. Et je vous rejoins sur le fait que dans les réflexions qu'on a, on a effectivement le fait qu'il faut, entre guillemets, monétiser l'inclusion et démontrer ce que ça apporte pour que ce soit conçu non pas comme un bâton qu'on va prendre sur la tête, mais comme plutôt une carotte, parce que c'est pas seulement sur le plan sociétal, c'est aussi sur le plan économique que ça va améliorer la performance de l'entreprise. Merci Françoise, merci pour vos questions, vous qui êtes dans la salle.
J'aimerais donc vous remercier déjà tous les trois pour vos précieux témoignages. Ils me confortent dans une idée qui est qu'effectivement les responsables diversité et inclusion, ceux avec lesquels la FMD particulièrement travaille, ont besoin des managers, misent beaucoup de choses sur les managers, notamment pour que leur politique d'inclusion passe de la théorie à la pratique. Et de l'autre, que bien sûr aussi ce sont ces managers intermédiaires, ce sont ces managers à proximité. Vous avez entendu quand on parlait de rencontres, d'échanges, il faut être présent auprès des équipes pour que les messages passent et qu'il faut que ça se fasse à l'ensemble des niveaux parce qu'en effet ce sont bien vous les managers qui êtes les relais de terrain les plus à même de prendre les décisions qui vont être justes, qui vont être équitables. C'est vous qui connaissez tout simplement les individus, qui savez comment vos équipes fonctionnent et qui connaissez parfaitement vos métiers et l'organisation que vous représentez. Mais de l'autre côté, nous avons effectivement des managers qui, s'ils ne sont pas convaincus déjà et aguerris, ne vont pas incarner cette posture-là. Donc il faut aller faire la chasse aux réfractaires, il faut aller les trouver, les écouter, comprendre leur point de vue, peut-être essayer de les convaincre. Il y a beaucoup de travail et c'est vraiment le quotidien des responsables diversité et inclusion que d'aller convaincre. Et tous les arguments sont bons. Si c'est effectivement la performance qui résonnera aux oreilles de vos managers, si c'est en monétisant le gain que ça fonctionne, alors faites-le. Si c'est en parlant de justice sociale que ça marche, faites-le. Et effectivement, moi, ces managers, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir que non seulement ils sont sollicités de tous les côtés, qu'ils sont probablement aussi sous beaucoup de pression de productivité opérationnelle et business. Il y en a qui parlent même de solitude managériale, parce que parfois on leur demande justement de s'accompagner, de se doter d'objectifs. SMART de préférence, des KPI, donc on a parlé KPI, indicateurs, reporting, ce qui prend aussi énormément de temps, il faut le dire. Et puis il y a de plus en plus de formations, surtout en tout genre, auxquelles il faut impérativement que tout le monde assiste, et ça peut parfois culpabiliser des managers. Donc, pour essayer de prendre en compte toutes ces contraintes managériales, avec Numéum, on s'est fixé un objectif qui était de peut-être faciliter cette collaboration entre les responsables diversité et inclusion et les managers opérationnels, les managers terrain. Et ça a donné lieu à un mode d'emploi qui est aujourd'hui à destination des responsables diversité d'une part et des managers. Ce mode d'emploi, il s'affiche juste derrière moi. Il a donc pour ambition d'apporter des éléments un petit peu plus concrets. Tout à l'heure, on parlait de choses pratiques. Il y a eu pas mal de mots. Je parle de management inclusif. On a entendu des échanges entre pairs. On a entendu tout ce qu'il y avait autour du feedback, des compétences. Bien, tout ça est aujourd'hui dans cet ouvrage. Il permet d'agir, d'évaluer, de collaborer, de dessiner un chemin vers un management plus inclusif. Et puis peut-être que là, on arrivera à définir cette notion de management inclusif. C'est un mode d'emploi qui est composé de 5 fiches pratiques qui vont reprendre donc des pistes d'action en lien avec les sujets qu'on a abordés ce matin, à savoir la formation des managers, comment est-ce qu'on devient manager. On va parler de formation d'onboarding, de formation initiale, de formation continue. On a des pistes d'action qui vont être en lien avec l'évaluation des compétences, parce que même chose, c'est le nerf de la guerre. Les compétences métiers, les compétences un peu plus hard, elles sont plus faciles à évaluer que des compétences douces. Il y a des choses autour de l'intégration, de la diversité, de l'inclusion, justement dans les pratiques au quotidien. On a aussi pensé ce mode d'emploi avec 2 aides-mémoires, un petit peu comme cette checklist que j'espère sera sur la table de chevet de tout responsable diversité, de tout manager, mais aussi en double exemplaire sur le bureau, puisqu'on ne travaille pas tout le temps dans son lit. L'idée de ces aides-mémoires, si vous voulez, donc il y en a un premier qui est à destination des responsables diversité et inclusion, avec des exemples de sujets comme le fait de garantir le même niveau d'information à tous les managers, y compris les plus expérimentés, puisqu'on le sait, ces sujets de diversité et inclusion n'étaient pas dans les formations initiales il y a encore 15 ans de cela. On en discutait tout à l'heure lorsque vous aviez pris vos postes de manager, c'était pas du tout des sujets abordés. Aujourd'hui, ça l'est, mais comment est-ce qu'on rattrape, entre guillemets, les plus expérimentés et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de profiter de ces sensibilisations-là? Donc, comment est-ce qu'on garantit ce même niveau d'information? Comment est-ce qu'on embarque tout le monde, y compris les réfractaires? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte aussi, alors là c'est plutôt pour les managers, comment est-ce que les fameuses soft skills dont on entend partout parler, eh bien comment est-ce qu'elles se matérialisent concrètement? Et donc dans cette aide-mémoire, on a essayé de vous décliner
l'écoute. On parlait d'écoute à l'instant avec Christophe. Comment ça se matérialise concrètement l'écoute au quotidien? Faire grandir ces équipes, c'est un petit peu l'objectif de chaque manager. Quand on leur pose la question, c'est quoi votre rôle? C'est ça qu'ils vont principalement vous répondre. Mais concrètement, comment ça se met en place dans le quotidien? Donc, ces modes d'emploi-là sont disponibles aujourd'hui, donc on est à la sortie officielle du mode d'emploi. C'est disponible en ligne directement sur le site de la FMD, bientôt celui de Numéum. Si vous êtes, et vous avez la chance d'être nombreux dans l'auditorium ce matin, j'ai vu certaines personnes qui l'avaient déjà entre les mains. Il vous attend à la sortie de l'auditorium à l'instant. Vous pourrez le parcourir. C'est donc un outil qui, j'espère, vous sera utile. Et j'aimerais... pour conclure, peut-être aussi remercier donc les entreprises avec lesquelles on a travaillé, avec Numéum notamment, pour lancer ce mode d'emploi. Je vais les citer rapidement, mais il y a eu Kérus, l'INRAE, Crédit Agricole et le Club 21e siècle au démarrage, Numéum avec qui nous avons mené ces enquêtes et ces focus group. Je voudrais vous remercier encore une fois, Emilio, Christophe et Françoise. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup Marie, merci à tous nos intervenants.